Salut, je m'appelle Jonathan Lamy, j'ai 25 ans, je suis sapeur-pompier volontaire, moniteur de ski alpin et avant tout himalayiste. Alors la préparation, elle est très complète, il faut aussi prendre très longtemps à l'avance, plus de 2 ans à l'avance, parce que c'est un investissement en temps, en argent et personnel. La préparation, elle est avant tout physique, il faut augmenter son niveau, il faut être très endurant, rustique. Et la rusticité, ça passe aussi par une préparation mentale. Beaucoup de gens en montagne oublient la préparation mentale. Le mental est mis à rude épreuve. Il faut voir des personnes qualifiées, sophrologues, mentalistes si vous voulez. Je vis en montagne, donc j'ai pas l'impression de me préparer, j'ai plutôt l'impression d'être dans mon jardin et de faire des choses qui me plaisent. C'est d'abord des vêtements chauds et adaptés. Après, il y a toute une partie aussi sécurité, comme les casques, les équipements glaciers. Les lunettes, sans lunettes, on monte pas, donc il me faut des bonnes lunettes CB. Et puis en plus de ça, il faut pas oublier de prendre des choses qui nous feront plaisir, parce qu'on est coupé du monde pendant 2 mois. Donc je prends du chocolat, du saucisson fait par des copains, et puis des petites choses qui nous font du bien. Donc ça représente à peu près une masse de 35 kilos pour 2 mois d'expédition. J'avais un besoin d'y retourner et je pense que c'est un peu comme en amour ou quand on est passionné de quelque chose. Pour moi, il faut pas s'arrêter à la simple et unique fois. Il faut continuer tant qu'on peut et tant qu'on en a envie. Donc pour l'instant, j'en ai envie et c'est pour ça que j'y retourne. C'est que je le ferai un peu plus pour moi, de vivre un peu plus les choses pour moi et moins m'attarder sur des petits détails. Alors sur l'Everest, j'avais pas forcément envisagé de monter sans oxygène. J'ai mis l'oxygène à partir de 7700 mètres. Cette année, j'ai décidé de le mettre à 8000 mètres au camp 4, qui est pour moi la zone obligatoire. Au-dessus, ça devient engagé, dangereux, mais c'est pas mon projet pour cette année. J'ai quand même fait un 8000 sans oxygène, le Manaslu en septembre dernier, 8163. Sans oxygène, on est moins présent, on apprécie beaucoup moins les choses. Si je fais de la montagne, c'est avant tout pour apprécier, même si j'arrive pas au sommet. Si on part de zéro en termes de matériel himalayen, il faut compter à peu près 50 000 €. Et encore, ça, c'est une moyenne basse. Il y a des équipes 5 étoiles qui font tout compris avec des sommes pharaoniques. J'arrive à réduire mes coûts puisque je me suis intégré dans une équipe népalaise et je suis pas considéré comme un client. J'ai la chance de pouvoir réduire mes coûts comme ça. Et puis, j'ai aussi pas mal de sponsors, d'équipementiers qui font que j'arrive à me faire mes expés sans frais. Alors je prends en compte mon bilan carbone sur une année, puisque sur une expédition pour moi c'est pas assez, ça représente que 2 mois. Donc c'est un lifestyle, j'habite en montagne toute l'année, je prends quasi jamais ma voiture. Donc quand je pars en expédition, j'essaye juste d'être le petit français qui fait de la montagne. Donc à la limite je pense que le bilan carbone est impacté à cause de l'avion. Mais une fois que je suis là-bas, j'ai mes façons de faire qui seront les mêmes qu'en France. C'est vivre en autarcie, vivre en autonomie, sans eau courante ni électricité. Mes déchets produits là-bas sont au moins ramenés sur une citerne, sinon je les ramène même en France, j'ai même ramené mes déchets qui pesaient à peu près 200 grammes pour 2 mois d'expédition. La montée est forcément un peu plus technique, mais quand on est au sommet de l'Everest, par exemple, on n'est qu'à la moitié du chemin. Donc il faut pas oublier la descente qui est le plus accidentogène. On a accumulé beaucoup de fatigue, le poids du corps nous entraîne vers le bas, on a du mal à se retenir. Donc il faut quand même rester vigilant et je pense que je dirais que la descente est plus dure en fait. Donc l'ascension au final, elle est résumée sur 2 mois pour l'Everest. Donc elle comprend aussi l'acclimatation qui est tous les jours, qui est au quotidien. Il faut par contre pousser un peu ces acclimatations. Donc on a besoin d'un bon mois et demi, monter nos corps en altitude, redescendre, dormir plus bas. Mais l'ascension finale du camp de base au sommet, j'ai mis en cumulé en heures, j'ai mis à peu près 24 heures. Et il a fallu quand même 6 ou 7 jours parce que des fois on était bloqué dans les tentes à cause de la météo. Et l'ascension finale, donc du camp 4 au sommet, j'ai mis à peu près 8h30 à la montée et 3h30 à la descente jusqu'au camp 4. Je suis accompagné d'une équipe népalaise formidable de Katmandou, sans intermédiaire, pas d'équipe française, américaine, allemande. Donc c'est des super copains, c'est devenu une grande famille. Ils ont tous un rôle. Il y a les gars qui vont nous aider au camp, il y a les cooks, il y a les guides, et puis il y a les gars qui vont nous aider à cheminer un peu le matériel jusqu'au camp de base. Chacun a un rôle, ils le savent et ils sont rémunérés en fonction de leur tâche, du poids ou de la durée d'expédition. Mais c'est des gens qui sont dans mon cœur, que j'apprécie beaucoup et que je connais très bien. Alors dans cette équipe, il y a notamment Dadendi Sherpa qui est mon guide, mais mon grand frère de cœur, qui lui est le chef d'expédition, qui est le Sirdar, et lui a gravi 14 fois l'Everest, c'est incroyable, et 13 fois le Manaslu, qui est le 8e plus haut sommet du monde. C'est en fait le record du monde. Donc avec moi, j'ai un recordman, et c'est incroyable. Donc
que Sherpa, attention, c'est une ethnie. Donc les guides népalais, il peut y avoir d'autres ethnies, eux utilisent de l'oxygène par sécurité, puisque si le guide n'est pas en forme, ça marche en binôme. Les guides sont plus forts que les clients ou les grimpeurs, donc il faut que le guide soit quand même lucide pour prendre les bonnes décisions si le client n'est pas capable. Mais pour moi, ça marche toujours en binôme. Je prends de l'oxygène quand j'en ai besoin et mon guide en général prendra de l'oxygène pour être tranquille. Les guides sont assez bien équipés en général, mais moi je vais essayer de leur apporter encore du matériel chaque année, du bon matériel, et notamment CB qui m'équipe avec des lunettes Joras catégorie 4 pour leur confort mais aussi pour la sécurité, puisque sans les yeux on ne fait rien. Alors à ces altitudes-là, comme au camp 4 à 8000 mètres, on dépense énormément d'énergie, même à rien faire. Donc forcément, il faudrait compenser en mangeant beaucoup. Sauf que la réalité, c'est qu'on est dans un endroit très hostile, loin de tout, sans eau, sans électricité, avec beaucoup de vent. Donc je mange du lyophilisé à cet endroit-là. Donc déshydraté, il faut de l'eau. Et l'eau, c'est la glace qu'on fait fondre, sauf que ça prend beaucoup de temps et d'énergie pour au final avoir un tout petit fond d'eau. Donc c'est assez compliqué de manger. Alors heureusement, on n'a pas très faim avec l'anémie de l'altitude, mais il faut quand même se forcer. Donc le poids de mon sac, il va dépendre de là où je me trouve. Donc je suis parti de France avec 35 kilos. Tout est acheminé en yak jusqu'au camp de base. Et le camp de base, c'est ma maison mère. Donc dans mon sac en moyenne, je pense avoir 15 kilos sur les parties basses, notamment dans l'icefall, dans les passages de crevasses sur les échelles. Et puis plus je monte, plus je vais en laisser sur le camp 2 par exemple. Le camp 2 qui est un camp fixe pendant un mois, où là où on peut encore faire des choix. Et ensuite, dès qu'on quitte le camp 2 jusqu'au sommet, on est en mode on se change plus, on n'a plus rien dans le sac à part une bouteille ou deux d'oxygène, un petit peu de nourriture et un pull, mais sinon on n'a plus grand chose, donc je pense avoir 12 kilos pour le sommet. L'actualité de 2021, c'était le Covid. J'avais très peur d'attraper le Covid et qu'au final, je sois impacté. Au final, j'ai eu le Covid variant Delta au camp de base 15 jours avant de faire le sommet. Donc voilà, ça c'était fait. Et la deuxième grosse frayeur, c'est au camp 4. Quand on passe une nuit là-haut, on a peur de s'endormir et de pas se réveiller. Donc j'ai quand même réussi à dormir, mais de temps en temps, je me réveillais un peu en sursaut pour vérifier si j'étais bien là. Mais on en est tellement là que ça devient une petite frayeur quand même. Avant le sommet, même on va dire 100 mètres avant, on voit le sommet. Et puis mon premier mot, ça a été putain, c'est là. Parce que ce sommet, j'en rêvais depuis des années. C'est une passion pour moi. Et quand je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai commencé forcément pleurer, être ému. J'ai toutes ces images qui ont défilé dans ma tête depuis des années. Des gens qui m'ont aidé, des partenaires qui m'ont aidé, des gens qui n'ont pas forcément cru en moi aussi. Et j'ai eu la chance de rester 2h10 au sommet. C'est passé très vite. J'ai l'impression d'avoir fait que 15-20 minutes au final. J'ai eu le temps de prendre beaucoup de photos, des images, des vidéos, de parler avec Dandy, mon guide, de prendre dans les bras. Et en fait, on pense à toutes ces années d'entraînement qu'on payait au final. Et après, il faut quand même penser à la descente et c'est ce qui entache un petit peu la fête. C'est que la descente, elle va être longue et dure. Et faut pas tomber. Alors depuis des années, je préparais ce projet Everest 2021. Forcément, on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y a une telle tension et une telle émotion que quand au final on est sur place, ça retombe un petit peu parce qu'on est au portillon de départ. Mon Everest, je l'avais gravi même au pied de l'Everest, j'étais pour moi au sommet puisque c'était déjà énorme d'être là. Mais quand on atteint le sommet, qu'on arrive en bas, qu'on retourne en France, les gens s'attendent à ce que ça soit dur. Au final, non, c'est pas dur. Je rentre en France, j'ai un frigo plein, j'ai de l'électricité, j'ai de l'eau chaude, je peux prendre des douches, mon linge sent bon, je dors dans un lit. Il y a rien de difficile dans tout ce qu'on fait en fait en France. Mais je l'ai quand même payé quelques mois plus tard mentalement. On a une retombée physique. On n'a plus trop envie de se faire du mal, surtout en sport. Moi qui suis pompier où je dois m'entraîner quotidiennement, j'avais un peu du mal à vouloir m'entraîner, j'avais du mal à vouloir sortir du canapé. Mais moi mon problème c'est que j'aime pas les challenges, c'est pas le mot qui est adapté, c'est que j'aime me mettre des objectifs et j'aime ma passion, je vis de ma passion, donc je continue avec des projets, c'est ce qui me rend vivant. Le physique, c'est d'abord l'œdème facial à 8000 mètres. On peut voir sur la photo, on gonfle un peu, on n'est pas bien, on ressemble à rien. Et après, il y a un peu tous les problèmes liés au froid, les gelures, les engelures. J'ai attrapé des engelures au doigt à force de faire des photos, mais je m'en veux pas. Sans photo, j'aurais pas été content de rentrer comme ça. Par chance, j'ai pas eu de gros problèmes, à part le mental quelques mois après qui plongeait un petit peu. Heureusement, il y a tous les copains, tous les partenaires qui sont là, même pour l'après, et ça c'est beau. Il faut le vivre pour comprendre. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on était déjà 7 milliards sur Terre et que sur ces 7 milliards sur Terre, il y en a à peu près 400,
mais 400 personnes veulent tenter l'Everest et ça se passe que sur le printemps en général, donc avril-mai. La fenêtre météo, c'est ce qui est tributaire de l'embouteillage. En 2019, il y a eu qu'une journée de beau temps qui a fait que les 400 ont tenté le même jour. Seuls 150 ont réussi le sommet. Sur mon année 2021, j'ai eu la chance, puisqu'on était aussi 400 à vouloir le tenter, d'une seule face, la face népalaise. Et par chance, on a eu 4 jours de beau temps et au final, il n'y avait pas grand monde. On peut le voir aussi sur les photos. La météo est très décisive. Heureusement, il y a des sommets qui sont moins fréquentés. Forcément, l'Everest, ça reste le Graal en termes d'altitude, mais il y a des sommets beaucoup plus intéressants pour d'autres pratiques plus verticales. Heureusement, il y a des sommets qui sont moins fréquentés et que j'irai voir aussi plus tard. J'en sais rien. C'est comme à Koh-Lanta. Je crois que les mecs, ils ont même pas d'avis. Tout est sous les combinaisons, les couches. Et comme dirait Mike Horn, avec le froid, le tout petit pénis, il est caché. Donc, j'en sais rien.